Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Alors, c'est une conférence interactive et j'ai besoin de savoir ce que vous faites comme bruit quand vous êtes content. Ok, ça va. Et quand vous n'êtes pas trop sûr, genre vous êtes un peu perplexe, vous savez pas trop quoi, vous faites quoi comme bruit environ? Et quand vous êtes vraiment pas content? Je pense qu'on va s'amuser. Du coup, bonjour, moi c'est Damien. Je vous présente Cyril. Cyril, tu veux te présenter? Ok, on n'a qu'un micro, donc ce sera un peu bizarre parfois. Est-ce que c'est cool? Alors, du coup, Cyril, il est super gentil. Il a une slide pour présenter qu'il est super gentil. Et il n'a pas de micro. Et moi, je m'appelle Damien, et mon entreprise, elle veut que vous trouviez un job que vous aimez beaucoup. Et on voulait remercier aussi Romain Linsolas qui a préparé la première version de cette conférence qui a été donnée à Devox où j'étais pas là. Je propose qu'on présente Romain comme il n'est pas là, comme nous on ne s'est pas présenté. Donc Romain, il est tech leader à la Société Générale et aujourd'hui il ne pouvait pas se déplacer parce qu'il avait du boulot, pas comme nous. Et du coup on le remercie parce qu'il nous a aidé à créer le contenu et on a déjà animé cette conférence avec lui moult fois. Moult fois. Alors, pourquoi on parle de ça? En vrai, la vraie bonne raison, c'est qu'on a tous le droit d'être heureux dans son job de développeur, même si on bosse pas chez Google. Il y a plein d'endroits et plein de façons d'être heureux. Est-ce que c'est cool? Et puis aussi parce qu'on pense que les développeurs, c'est ce qu'il y a de plus important dans un écosystème technologique. Et globalement, vous pouvez enlever tout le reste dans les 5 piliers. Si vous n'avez pas des développeurs qui sont heureux, il n'y aura pas des super softwares qui sortent et il n'y aura pas des billions de dollars compagnies. Même à Mons, c'est possible. Est-ce que c'est cool? Dans les 5 piliers, du coup, c'est d'avoir des gens talentueux, d'avoir une certaine densité, c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui sont talentueux ils puissent se rencontrer entre eux pour avoir envie de faire des choses ensemble. D'avoir une culture où les gens ils se disent bah ouais, en fait, on a le droit et on va faire des choses ensemble. Et d'avoir du capital parce que des fois, il faut un peu d'argent pour payer les salaires. Et un contexte régulatoire, ça veut dire que globalement, les lois dans le coin, elles sont pas trop dégueulasses. Genre, c'est cool. C'est relativement fou. Et si vous avez en fait quelque chose dans votre écosystème qui fait que qu'on est plus heureux quand on est dans cet écosystème, comme la bière, c'est un très bon argument. Après, si vous êtes en Californie, qu'il y a du soleil, c'est cool aussi. Est-ce que ça va? Yay! Un point de départ pour votre réflexion, ça peut être cette citation de Peter qui vient des États-Unis et qui me dit « Mais moi, tu sais, dans mon entreprise, les gens, ils peuvent partir en 2 semaines, alors je me débrouille pour qu'ils soient heureux et qu'ils partent pas. » C'est quoi le délai congé, en fait, en Belgique, par exemple? Combien de temps vous avez de préavis pour rompre votre contrat de travail? Ça dépend de l'ancienneté. Globalement, qui a plus de 3 mois, moins de 3 mois? Il y a lui là-bas au fond, il a levé la main touche. Moi, je suis chaud. Globalement, ça c'est un des points de départ pour la réflexion. On a fait un sondage avec Lilcast et dans le sondage, on a demandé, alors Lilcast c'est un podcast qu'on fait avec les développeurs à Lille, on a demandé surtout aux développeurs qui venaient de quitter leur job pourquoi ils l'avaient quitté. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a un parallèle avec l'étude de Stack Overflow sur les développeurs au travail et on va vous présenter tout ça. Alors ce qui avait d'intéressant, c'est que globalement, il y a un tiers des développeurs qui n'étaient pas retenus par le salaire, quoi. Le salaire, c'est pas forcément quelque chose qui va vous permettre de rester. Si votre job il est pourri mais que le salaire il est bien, changez de job quand même. Est-ce que c'est cool? Alors, le deuxième point, alors je ne sais plus ce que j'ai mis sur les slides exactement. Globalement, faire un truc qui est intéressant, c'est quand même vachement important pour la majorité des gens. Les gens qui sont intéressés par leur travail, en général, ne changent pas trop. Est-ce que vous étiez heureux dans le précédent poste? Là, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'on avait une belle répartition, il y avait un peu de tout, mais globalement, il y avait une grosse patate autour du 3 et une grosse patate autour du 7. Est-ce que c'est cool? Comment vous situez dans cette distribution des gens heureux au travail? Okay. Si tout le monde répond, c'est chaud. Stack Overflow nous dit que 71% des développeurs en France ne sont pas heureux de se lever le matin pour aller au travail. C'est-à-dire qu'ils ne donneraient pas 5 étoiles à leur taf. Qu'est-ce que ça vous évoque? Genre spontanément, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette statistique? Vous pensez que c'est applicable à Mons aussi? Bon, c'est pas notamment hyper étonnant comme statistique, c'est applicable à tous les cadres en fait, dans l'ensemble en Europe, mais c'est relativement chaud. Et globalement, les gens qui ont commencé à quitter leur job parce qu'ils n'étaient pas heureux, ils sont tout de suite prêts à repartir si le job il redevient pénible. Et ça, c'est relativement intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait le pas, on choisit d'être heureux en fait.
Enfin, ce qui est intéressant chez Stack Overflow, c'est que nous explique que 75% des développeurs aujourd'hui en France, ils sont OK pour recevoir une proposition d'un recruteur si elle est pertinente. Si je vous propose un meilleur taf, vous êtes OK pour le prendre. Est-ce que ça vous choque, ça? OK, bon, on est aligné. Du coup, on voulait proposer 10 méthodes pour devenir heureux, et je suis assez convaincu que la 7e va vous surprendre. Est-ce que tu veux présenter la première? Du coup, pour être heureux, un aspect super important dans notre métier, on le voit tous, c'est d'apprendre. En fait, on va être obligé de tout le temps apprendre pour pas être déprécié. Ça fait partie de notre métier, et donc si on n'arrive pas à apprendre, on n'est pas heureux. Pour ça, il faut avoir des perspectives de carrière et pas faire comme cette personne, à être avachi sur son bureau, à attendre que le temps passe uniquement pour avoir un salaire à la fin du mois. Comment on fait pour donner des perspectives de carrière aux développeurs pour les rendre heureux? Pour ça, c'est assez simple. Il manque une image, mais on va faire comme si elle était là. Donc du coup, il y a plusieurs gradations d'évolution dans le poste de développeur. Bien sûr, sur l'expertise technique, on démarre junior, intermédiaire, expert. C'est une manière d'évoluer dans son métier de développeur, et ça doit être quelque chose qui est valorisé par l'entreprise. On ne doit pas rester dans la même case de développeur tout le long de sa carrière, sinon on n'a pas de perspective et du coup on n'a pas d'avenir et du coup on déprime. Du coup, il y a d'autres moyens d'évoluer avec le leadership, en prenant du management ou du leadership technique, avec de l'expertise technique. On peut multiplier les technologies. On peut avoir envie de passer de développeur web à développeur mobile, à développeur back-end. Et ça doit être valorisé d'avoir cette multi-compétence technique par l'entreprise pour pas qu'on reste dans la même case encore une fois, puisque ça a de la valeur pour l'entreprise. On peut aussi multiplier les métiers en changeant de boîte ou simplement en restant dans la même entreprise, mais en changeant de métier, de direction dans cette entreprise. Et du coup, on va acquérir des compétences fonctionnelles supplémentaires, et ça doit être valorisé aussi pour rendre les développeurs heureux. Et bien sûr, on a les voies les plus connues, qui sont l'évolution vers de l'architecture ou vers de la chefferie de projet, qui sont des voies tout à fait louables, mais c'est pas les choses qu'on va parler le plus, dont on va parler le plus aujourd'hui. Donc du coup, on n'a pas Internet, j'ai l'impression. Très bien. Donc en fait, on va rallumer le live server, mais c'est pas grave, vous allez me regarder, on s'en fiche de ce qu'il y a marqué derrière. Pour rendre heureux les développeurs, une partie importante également, et on y reviendra plus tard, c'est d'avoir une quête de projets qui soit un peu extraordinaire, de pas toujours coder les mêmes projets de la même façon. On est toujours en train de faire un site web, des API, quelque chose de tout le temps similaire. Donc c'est important de pouvoir proposer aux développeurs non seulement une carrière qui permet d'évoluer, mais également des projets qui vont se différencier dans le temps pour pas toujours faire des copier-coller sur Stack Overflow. Donc du coup, à ne pas faire chez soi, de faire du vélo avec un casque de virtualité augmentée. Vous pouvez l'essayer de manière secure juste à l'entrée de la conférence. Mais en tout cas, on essaie de trouver des expériences où on va sortir un peu de son quotidien, un peu extraordinaire. Donc, un autre aspect important du métier, je le disais tout à l'heure, c'était de constamment apprendre. Donc, comme le dit très bien un certain Damien Cavaillès, de Je cherche un dev, notre métier, c'est d'apprendre. Parce que tout le temps, constamment, la technologie évolue, et il faut qu'on soit capable de maîtriser ces évolutions technologiques. Et pour ça, il va falloir que l'entreprise intègre cette notion d'apprentissage, que ça fasse partie de notre quotidien, et qu'on puisse réserver un temps non négligeable à l'apprentissage de ces technologies. Sinon, ce que vous allez faire, c'est constituer un pool de développeurs qui n'apprendra plus et qui sera déprécié. Et du coup, malheureusement, c'est aussi le business de l'entreprise qui sera déprécié en fin de compte, puisque vous aurez une stack technologique et de développeurs qui sera complètement pourrie. Donc du coup, apprendre, c'est notre métier. Et ça, c'est cool. C'est un métier super dynamique qui nécessite de tout le temps se remettre en question. Mais du coup, on a toujours ce dilemme, et qu'est-ce qui se passe si on forme les gens et qu'après ils partent? Et qu'est-ce qui se passe si on forme pas les gens et qu'après ils restent? Donc il y a deux stratégies. Donc, vous voulez choisir celle que vous préférez pour votre quotidien et pour votre entreprise. En tout cas, il y en a une des deux qui rend heureux les devs et l'autre qui rend uniquement heureux les CFO. Donc voilà, vous de choisir. Donc du coup, un autre aspect de l'apprentissage qui est super important, c'est non seulement d'apprendre, de soi-même être toujours constamment capable d'apprendre les nouveautés, mais également d'apprendre à apprendre aux autres, puisque c'est un moyen, un levier qui permet encore de grandir soi-même, même si on est l'expert dans un domaine particulier, en .NET Core comme au premier rang, en Firebase comme plus loin ou autre. C'est important de pouvoir apprendre aux autres, parce que ça va nous permettre de grandir nous-mêmes en améliorant notre expertise dans ce domaine, et on va acquérir aussi des compétences humaines
qu'on n'a pas forcément quand on vient pas partager avec les autres. Le fait de pouvoir parler en public, de faire des formations, de participer à des projets open source, etc. Et ça rend heureux les gens. Donc on incite les entreprises à apprendre à leurs collaborateurs. Donc du coup, Hubert, qui est un speaker connu au niveau, en tout cas en France, et bientôt dans le monde, un gros potentiel, nous dit que le fait d'apprendre à apprendre aux autres, ça lui a appris énormément. Donc un autre aspect important pour rendre heureux les développeurs, c'est l'organisation du travail. On a tous connu le mode centre de service, où tout le monde travaille sur tout n'importe comment avec des tickets qu'on s'applique un peu n'importe quoi. On travaille tous sur des dizaines de projets en parallèle et on interchange les développeurs comme si c'était des ressources ou des chaises. Ça rend pas forcément super heureux. C'est intéressant en début de carrière pour apprendre des choses. Malheureusement, en termes de pérennité de métier, c'est compliqué. Du coup, pour ça, nous, on s'est organisé en feature team. Même si on est une grosse boîte, parce que je bosse chez AXA, on va découper la fonctionnalité de l'entreprise en différentes sous-parties, en différentes feature teams, et chacun va travailler dans un service, dans une direction à part entière, qui va avoir un objectif donné, et qui va être peut-être différent des directions d'à côté, et qui va permettre de se focaliser sur un moyen de fonctionnement. Et dans une feature team, on va mettre toutes les compétences qui sont nécessaires pour gérer ce service de A à Z, avec des développeurs, des ops, des chefs de projet, des personnes de la sécurité, du management, du marketing, etc. Pour que chaque feature team soit autonome et qu'on puisse responsabiliser les différentes personnes qui sont dans cette feature team pour qu'elles puissent gérer leur quotidien, plutôt que de se passer la patate chaude d'un service à un autre en espérant que ce sera le dernier au bout de la chaîne qui se débrouillera pour gérer la prod en cas de problème. Donc ça, c'est ce qu'on propose, un modèle qui vient pas de chez nous, hein, je crois que ça vient de chez Spotify, ce modèle, et nous on l'a appliqué à notre sauce. On parle aussi beaucoup des pizza teams. Il faut que les équipes soient pas trop petites. On voit des projets de 1 personne, souvent, c'est à éviter. On voit des projets de 45 personnes aussi, pareil, à éviter. Il faut que vous puissiez nourrir votre équipe, non pas avec des pizzas géantes comme celle-là, avec des pizzas normales. On dit qu'il faut 2 pizzas maximum pour nourrir une équipe, sinon votre équipe, elle a de l'embonpoint. Donc pour ça, il faut environ moins de 10 personnes dans une équipe, et pas trop peu, s'il vous plaît. Pour que, en tout cas, c'est juste si ça vous intéresse de rendre heureux les développeurs. Vous pouvez faire des équipes de 45, mais juste, on rend pas heureux les gens. Enfin, souvent, c'est le contraire. Un autre aspect important, c'est la partie DevOps. Donc, on voit pas très bien sur la slide, mais on essaie de casser les murs. En changeant les modes d'organisation, en responsabilisant notamment les développeurs à gérer la partie Ops si jamais ils mettent en prod des choses qui explosent le week-end pour qu'ils soient responsabilisés, mais aussi à responsabiliser les EOps, à faire en sorte que les développeurs ils puissent faire leur métier suivant les bonnes pratiques, en ayant les bonnes technologies pour travailler. En fait, on fait juste collaborer 2 populations, les devs et les Ops. Et en fait, le mouvement DevOps vise aussi à le faire avec aussi la partie sécurité, avec toutes les différentes branches de l'entreprise qui avant étaient cloisonnées dans des silos complètement séparés, et maintenant on essaie de les faire bosser ensemble. Donc du coup, je ne sais pas ce que je présente comme slide. Ah oui, un aspect important pour le développeur, c'est d'avoir du temps. Donc si on vous dit toujours ouais t'es full, t'es toujours à l'arrache et que t'es toujours en train de courir après le delivery parce que t'es toujours en retard, c'est pas épanouissant. Ça coule peut-être de source, mais malheureusement quand on dit des fois ça au management, ils font ah bon, pourtant c'est bien d'avoir toujours du boulot, etc. Oui, c'est bien d'avoir du boulot, mais c'est bien aussi d'avoir des temps calmes pour pouvoir faire d'autres choses, venir à des conférences comme au Dev Day, ça je vous l'apprends pas, pour pouvoir s'épanouir tout simplement. Et surtout, si on met en place un système où on a tout le temps des gens, ils sont toujours blindés dans les agendas, ils sont toujours pas disponibles, ça crée une culture d'entreprise qui est compliquée, qui fait que les gens vont juste passer du temps au boulot, parce que ça fait bien d'avoir son agenda qui est blindé tout le temps, et ça, encore une fois, ça rend pas heureux les gens, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Sur l'environnement, c'est moi qui m'en occupe aussi. Allez, donc l'environnement, bien sûr, très obvious. Les open space à n'en plus finir où les gens c'est très impersonnel, ressemblent un peu à des robots. En tout cas, moi personnellement, j'aime pas trop ça. C'est difficile de se concentrer. C'est pas sympa. On est 200 sur le même open space. Évitez de se faire subir ça à vos développeurs. Ou alors, si vous utilisez les open space, autorisez les équipes à les personnaliser, comme ici chez Zappos par exemple. Ça reste plus acceptable quand on n'a pas l'impression de travailler à l'usine, à la chaîne.
Mettez en place des bureaux flexibles pour que les gens puissent s'isoler pour travailler seuls ou en équipe. Ayez des salles de pause décentes qui ne soient pas simplement un baby-foot dans une cave. Mettez en place voilà, des choses assez basiques, on ne va pas passer trop de temps dessus. Un aspect intéressant, par exemple, c'est aussi de proposer d'avoir un bureau, un espace de travail physique qui soit adapté. Avoir par exemple des bureaux debout, ça peut être intéressant pour les développeurs. En tout cas, c'est un aspect qui peut les rendre heureux. C'est qu'un exemple. Avoir du bon matos, quand on regarde à l'échelle d'une année, ça représente pas grand-chose. Donc autant investir dans le matériel, vous rendrez heureux les développeurs et en plus ils perdront moins de temps que s'ils ont des vieilles machines toutes pourries. Donc c'est intéressant pour l'entreprise d'investir dans le matos quand on voit le prix que ça coûte comparé au prix que coûte un développeur en externe ou en interne. En tout cas à l'année. Pareil pour le matériel, pareil pour le logiciel. Faut pas faire d'économie. En tout cas, passez sur ces aspects-là, parce qu'au bout du compte, ça va plutôt vous faire perdre de l'argent que vous en faire gagner. Et je pense que c'est important de faire en sorte d'avoir les bons outils pour pouvoir travailler. Donc du coup, on choisit les logiciels qu'on veut, le matériel qu'on veut. Et un aspect important, c'était Joël. Je pense que Damien, il aime bien parler de Joël. Moi j'aime beaucoup le Joël Test parce que Joël c'est un mec qui a créé le test de Joël il y a genre plus de 20 ans dans les années 90 et les éléments qu'il y a dans ce test on les retrouve encore aujourd'hui, genre ils sont juste appelés autrement. En fait il explique que votre entreprise elle fait pas du bon software par exemple si elle corrige pas les bugs avant de faire des nouvelles fonctionnalités. Parce que ça peut paraître évident mais c'est un truc qui se répond facilement par oui ou non. Est-ce que votre entreprise elle corrige les bugs avant de faire des nouvelles features? Le test de Joël est super difficile. Est-ce que vous arrivez à déployer votre application entièrement en une seule opération? Et pourtant, ça c'est l'intégration continue, j'ai entendu dire de nos gens. Ouais. Et donc ça, en fait, vous pouvez aller voir le test de Joël, cherchez juste Joël Test, ou allez chercher le site sur GitHub et vous le retrouverez. Il est relativement impressionnant et il date d'une époque où on faisait du COBOL et c'était cool. T'es à maternelle. Est-ce que tu peux au moins me donner la slide d'après ou reprendre le micro? Acheter la zapette. L'important c'est de faire confiance aux ingénieurs. Ok, je reprends tout. L'important c'est de faire confiance aux ingénieurs. Oui, en fait, il y a un moment il faut reprendre les commandes, c'est-à-dire que c'est fini d'attendre que ce soit la direction des achats qui nous dise quel matériel on doit utiliser. C'est nous les ingénieurs, c'est nous qui choisissons nos outils. Si on transpose dans le monde du bâtiment, ça paraît évident, je pense. Et dans l'aéronautique aussi, en fait. Ça sert à quoi de prendre des ingénieurs, bac plus 5 minimum, si on leur demande de rien faire, ils ont accès à rien? Qui n'est pas admin de son poste de travail dans la salle? Il y en a beaucoup qui sont pas admin. Ben ça, c'est une aberration. Ça sert à quoi de prendre des personnes qui sont super capées, qui ont fait 10 ans d'études et de travail dans une entreprise, qui sont réputées seniors, etc. Si au bout du compte, la moindre chose qu'on va lui demander, bah non, je peux pas, désolé, il faut que je demande à Tartampion, machin. Non, ça faut sortir de ça. Si on veut vraiment heureux au boulot, faut qu'on soit respecté, qu'on soit responsabilisé et qu'on puisse utiliser les choses normalement. En fait, faut avoir juste le courage de le dire. Faites confiance à vos collaborateurs. Et la confiance, ça continue avec le télétravail. Globalement, si on vous a embauché vous, c'est que vous êtes bon pour faire cette tâche. Et si vous pensez que vous pouvez la faire de chez vous et la faire mieux, on devrait vous faire confiance. On devrait aller au travail simplement pour collaborer avec nos collaborateurs en personne parce qu'on a envie. Mais on recommande d'avoir un bureau quand même pour ça. Par contre, voilà, je pense qu'on a mis plus tard. Si on fait du télétravail, séparer le privé et le pro. Si vous avez un chien, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'on avait mis encore? C'est pas le chien qui dérange le plus souvent, c'est les enfants ou ouais. Voilà. En vrai, faut s'isoler. Quand on mange beaucoup de télétravail, après on apprécie le fait d'avoir un bureau et on a envie de retourner au bureau aussi. Est-ce que c'est cool? En tout cas, le télétravail, ça rend heureux les développeurs. En tout cas, c'est mon cas. Le 4e point, et on est à 4 sur 7, c'est le craftsmanship. Yes. Une manière d'évoluer et de faire grandir les collaborateurs, les développeurs, c'est de mettre en place le Craftman. Comment ça se définit? Par rapport au manifeste agile, par extension au manifeste agile, l'agilité a permis de mettre en place des process et des produits, des manières de fonctionner qui vont permettre de réduire le time to market. On va pouvoir délivrer plus rapidement de la valeur dans des cycles plus courts pour pouvoir s'améliorer. Malheureusement, l'interprétation du manifeste agile a fait que les gens l'ont appliqué d'une certaine manière qui a dégradé la qualité. Parce qu'on devait livrer à la fin du sprint du Scrum une fonctionnalité, donc on l'a délivré un peu à l'arrache. Résultat des courses, ça faisait des bugs en prod. Donc le manifeste Craftsman se définit comme ça, en disant « Eh oh, on est des professionnels, on fait de la qualité, on veut être fiers de ce qu'on fait, donc on va avoir des process, des outils
des valeurs qui vont faire qu'on va se rappeler qu'on est là pour faire de la qualité et non pas pour délivrer uniquement des cartes dans un Kanban. Donc c'est important de le rappeler, et en mettant en place le manifeste, le software craftsmanship, ça va permettre de faire grandir les gens, parce le concept c'est de s'entraider, de se mentorer les uns les autres, de toujours faire en sorte que chaque jour quand on se couche, on soit un peu meilleur que le matin, meilleur techniquement, meilleur humainement, d'avoir aidé quelqu'un d'autre à devenir meilleur, peu importe, en mettant en place des pratiques d'ingénierie, de professionnels, d'ingénieurs, qui vont permettre d'améliorer la qualité du produit, des process en général. Donc je ne vais pas vous faire un détail sur BDD, TDD, ATDD, le CQRS, l'event sourcing, surtout les dojos, le fait de faire du pair programming, des pull requests. Bon, il faudrait faire une session complète rien que là-dessus, mais en mettant ça en place, vous rendrez heureux indirectement vos développeurs parce qu'ils vont grandir et qui, au bout du compte, ils vont s'y retrouver à la fin de la journée. Donc pour ça, on en revient toujours à cette même idée, il faut que les gens soient assez entraînés et assez formés pour qu'ils puissent toujours être employables et trouver du boulot ailleurs. C'est bizarre de dire ça pour une boîte. Ça peut faire peur. Mais si vous ne faites pas ça, c'est vous endettez votre système d'information et votre entreprise. Par contre, il faut le faire de manière à ce qu'ils aient jamais envie de quitter l'entreprise, parce que vous avez mis en place des choses, des valeurs, une ambiance de travail qui fait qu'ils ne pourront jamais vous quitter, tellement ils sont amoureux de leur bureau. Donc on sait, la partie software Craftman, souvent les gens disent ouais, c'est le pilier le plus difficile à mettre en place. Pourtant, c'est un qui apporte énormément de valeur. Il faut persévérer, il faut y aller, il faut tester, il faut se faire accompagner également. Il y a des communautés, surtout en Belgique, il y a beaucoup de personnes dans le domaine du software Craftman pour vous aider. N'hésitez pas à vous faire aider pour le mettre en place. Vous verrez, vous aurez des bienfaits assez rapidement sur vos projets. En fait, c'est un petit peu comme arrêter de fumer, quoi. C'est un matin, tu te lèves et c'est bon. Mais il n'y a pas de demi-mesure dans la solution. Je vais vous parler de recrutement maintenant. Le process de recrutement, dans l'ensemble, est relativement pénible. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, comment rendre le process de recrutement cool? Il faut bien voir que la majorité des startups se plantent quand même parce qu'elles sont très mauvaises en recrutement. Il y a le fait de construire un truc qui sert à rien, qui est un gros facteur, qui après, en fonction de comment, à quelle étape on se place dans l'échec, c'est bon. Mais en gros, à tous les niveaux de la vie d'une entreprise, le fait de recruter mal, c'est un facteur d'échec important. L'idée d'adapter le recrutement aux développeurs, ça part de plein de choses. Le fait qu'on parle d'argent, c'est relativement normal et il faut savoir se décontracter à propos de ce sujet-là. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il faut qu'on parle de code. On est là pour parler de code. Je veux dire, il y a un développeur qui, au premier entretien, m'explique comment il a mis 16JS dans son projet Node et il l'a enlevé ensuite parce qu'il trouvait que c'était une mauvaise idée. Ça m'intéresse. Est-ce que ça vous intéresse aussi? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et les soft skills, c'est super important. On passe énormément de temps à discuter de comment on va évoluer les développeurs, trouver un bon, un mauvais développeur. Mais un développeur qui met pas des points virgules à la fin de ses lignes, c'est pas aussi dramatique qu'un développeur qui sait pas communiquer quand il y a un problème. Est-ce que ça vous paraît cohérent, ça? Voilà. Tant qu'on communique bien, tout se passe bien. Et mettre des points virgules à la fin des lignes, c'est un truc qui se règle. En fait, un développeur, il passe seulement 10% de son temps à coder, et 90% de son temps, il passe soit à discuter, à échanger, à collaborer avec des gens, ou à lire du code. Donc n'évaluez pas uniquement les développeurs sur leur capacité à écrire du code. Évaluez-les par rapport en proportion de ce qu'on va attendre d'eux au travail. C'est cool? Ouais. Bon bref, du coup, c'est important d'impliquer les développeurs dans le recrutement. Et si vous-même, aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise et qu'il y a les recruteurs ou les RH qui vous sollicitent pour qualifier des personnes, vous avez l'impression que ça vous fait perdre du temps, surtout que vous êtes chargé en termes de delivery, mais prenez le temps de le faire. Vous apprécierez le jour où vous serez dans un processus de recrutement. En général, si vous allez vers une autre entreprise et que les développeurs s'impliquent dans le processus de recrutement, vous allez vous dire, cette entreprise-là, elle a l'air cool. Est-ce que j'ai raison? Ben voilà, c'est pareil. Fuyez les annonces toutes pourries. Alors là, on nous a fait un composé de moutons en 5 pattes avec un ninja qui a 5 ans d'expérience sur Angular 4. À l'époque où on a fait cette slide, c'était AngularJS. Parce qu'en fait, maintenant, elle marche presque. Voilà. Pour un grand groupe à taille humaine, globalement, c'est pas ça. Mais de manière générale, les annonces, faut bien les voir comme des invitations à commencer à échanger entre un candidat et une entreprise. C'est tout sauf des specs. D'accord? Si vous ne fitez pas dans les specs, c'est pas grave. D'accord? Si le marché est vraiment si tendu qu'on nous le dit, que l'annonce, elle dit que vous devez avoir 3 ans d'expérience en Angular et que vous les avez pas, c'est pas grave. A priori, si vous avez déjà touché de l'Angular, vous devez fitter. C'est cool? Voilà. Et on les fuit. Attention aux imposteurs, il y a des blondes.
C'est quoi la vanne normalement sur cette slide-là? Bah, si on poste des annonces qui sont improbables et qu'on recherche des moutons à 5 pattes, faut pas se formaliser si on a des candidatures qui correspondent pas pile poil. Et donc faut s'y attendre. Donc vous pouvez le faire, ça permet de faire du bad buzz, ça permet d'être connu, pas forcément en sauvant les bons aspects. Il y a des entreprises qui en jouent, qui le font exprès, mais du coup faut pas venir derrière se plaindre. Oh, on a eu des développeurs, ils ont menti sur leur CV. Bah, ton annonce, c'était aussi un gros mensonge, faut pas s'étonner. Une bonne annonce, au final, c'est surtout une annonce qui va commencer à démarrer la conversation. Et vous allez avoir envie de répondre et de discuter, de poser des questions sur le poste, de rencontrer les collaborateurs. Est-ce que c'est cool? Ok, les tableaux blancs, c'est nul. Ce qui est important, c'est le fait que les gens parlent sur les tableaux blancs. Les tests d'assessment en ligne, on trouve ça assez sympa, et globalement, il ne faut pas y passer des caisses de temps. Faites attention à avoir des tests d'assessment qui soient assez agréables à faire. Parler devant le tableau blanc, c'est chouette. On a envie de faire du pair programming, on a envie de passer du temps avec l'équipe qu'on va intégrer. En vrai, 99% des raisons pour lesquelles vous êtes heureuse dans votre taf, c'est les 3 mecs avec qui vous bossez, ou nana, ou les personnes avec qui vous bossez tous les jours. Est-ce que c'est pas vrai? Oui, d'accord. Du coup, c'est important que vous rencontriez les gens avec qui vous allez travailler le lendemain après avoir signé votre contrat. Et ça, c'est chouette, globalement. Et travaillez avec eux, faites du code avec eux, voyez comment ils réfléchissent. Dire, je veux pas travailler avec ces personnes-là parce qu'on réfléchit pas de la même façon, on va pas bien coller, on va pas avancer ensemble assez vite, c'est une bonne raison. Il y a d'autres gens avec qui vous fitez, c'est pas un jugement de valeur. Et puis voilà, le pair programming dans le process, c'est bien. Alors, la bière, c'est pas nécessaire, mais globalement, c'est bien si on a une étape informelle dans le processus de recrutement. Parce que de toute façon, les devs, on est un tout petit monde, on est tous là aujourd'hui quasiment dans la région, dans la même pièce, dans le même cinéma, on se connaît à peu près tous. Donc, les gens qui vont rentrer en candidat dans le process, il y a des chances pour que les développeurs qui sont en interne déjà dans la boîte, ils les aient déjà croisés à un endroit de manière informelle. Alors, autant remettre de l'informel dans le processus de recrutement. Si vous ne buvez pas de bière, on peut boire du coca. C'est cool? Ouais. Alors le dernier truc, c'est mission purpose. C'est comment donner du sens globalement au travail, quoi. Comment on trouve du sens dans ce qu'on fait. C'est autant quelque chose de subjectif que quelque chose qui se construit dans la culture. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai rencontré Vincent. Vincent, à la base, il me dit « Ouais, je suis un digital nomade. » Alors je lui dis « Je vais faire une interview, je vais interviewer un digital nomade. » Et finalement, il me sort un truc comme ça. En fait, voilà, dans ma première activité, je me suis retrouvé à me noyer dans le technique. J'ai essayé de trouver du sens dans ce que je faisais par le technique, mais je me suis rendu compte surtout que les projets sur lesquels je bossais, ils servaient à rien. Et il me dit, maintenant, je fais des projets qui ont du sens. On déploie pas la même ingénierie, on fait pas des trucs de ouf, mais je m'en fous parce que mes projets, ils ont un impact. Pour moi, c'était encore abstrait. Et donc sur wheelofdevs.com, on demande à chaque développeur c'est quoi son job de rêve. Et il nous dit, voilà, les lieux, à quel point il est pressé, le type de contrat, donc les CDI c'est français, le salaire qu'il voudrait avoir. Et il y a Elodie qui s'est inscrite et elle nous a marqué juste ça en bas, et il faudrait vraiment que je me sente utile pour l'humanité, les animaux ou la planète. Ça paraît bizarre, mais elle arrive à le dire facilement. Elle l'a écrit dans un typeform. Je veux dire, on lui a pas arraché, quoi. Et je me dis, voilà, si tout le monde pouvait exprimer ce qui donne du sens et ce qui lui apporte du bonheur dans son taf de cette manière aussi simple, je suis assez convaincu qu'on serait tous plus heureux. Est-ce que c'est pas cool? Et donc du coup, j'en reviens à Mr. T. Pourquoi tu codes? Est-ce que vous savez pourquoi vous codez? Qu'est-ce que votre code fait comme impact en prod? Comment les utilisateurs l'utilisent? Qu'est-ce qu'ils font avec? En quoi ça change leur façon de faire les choses? Tout ça, c'est des choses qui donnent du sens à notre travail et il faut arriver à les trouver. Des fois, on n'est pas en direct, mais si on arrive à trouver le lien direct, à créer du lien comme ça, c'est vraiment cool. Est-ce que c'est cool? Du coup, en tant qu'entrepreneur, je suis allé fréquenter des recruteurs pour découvrir un petit peu c'est quoi ce qui se passe behind the scene. Et il y a ce monsieur sourcing. Il a des diplômes et des médailles de sourcing, c'est un champion, machin chouette. Alors les sourceurs, c'est les gens qui font que du harcèlement sur Internet, ils font pas la suite. Une fois que tu as dit « Ok, je veux bien rentrer dans le process », ils disparaissent, d'accord? On appelle ça de l'approche directe dans le métier. Et alors lui, il dit pour que le candidat te réponde, il y a 3 leviers. Il y a 3 types de personnes. Tu peux réduire la personne à un de ces 3 types. Soit c'est un job people. Les job people, le stéréotype, c'est une personne qui pourrait partir 6 mois en voyage humanitaire, gagner très peu d'argent et c'est à l'autre bout du monde, mais elle va kiffer ce qu'elle fait parce que c'est génial. C'est cool. Les money people, le stéréotype, c'est le New-Yorkais qui a un fuck you number. À partir de ce numéro-là, il quitte n'importe quel job, il s'en fout. Les Singapouriens qui changent de job toutes les semaines pour $100 de plus. Ça, c'est les money people. Et enfin, les location people, c'est un truc qui a 2 faces. Globalement, soit c'est des gens qui bougeront jamais de chez eux parce que ils habitent à la campagne, ils ont construit une maison, ils ont des enfants dedans et ils veulent pas les bouger. Mais c'est très cool.
Ou alors les gens qui lâcheront un job fantastique pour aller vivre à Barcelone, parce que leur rêve, c'est de vivre à Barcelone avant 50 ans. Ça existe aussi les deux. Vous n'êtes pas nécessairement un de ces profils. On est tous un peu de chaque de ces profils. On a tous un minimum de money people, etc. Mais c'est assez important d'arriver à s'identifier soi-même, de se dire dans quelle case je me reconnais. Et du coup, de se rendre compte que l'argent, c'est pas forcément un truc qui nous rend heureux. J'ai un ami, par exemple, lui, il gagne beaucoup d'argent pour faire du réseau dans une société de services, et à chaque fois qu'il essaie d'aller voir d'autres jobs, le job a l'air beaucoup plus intéressant, mais il est moins payé. Est-ce qu'au final, le fait d'être bien payé aujourd'hui, ça le rend vraiment heureux? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est sûr que présenté comme ça, je vous laisse pas 36 options de choix, mais réfléchissez-y, baissez votre rémunération, ça peut vous aider à être plus heureux. Les SS2I, un mot rapide sur le sujet, parce que globalement, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, dans les SS2I, il y a du bon, il y a du mauvais. Si vous allez travailler dans une SS2I parce qu'il y a des gens super chouettes et super compétents qui vont vous permettre de progresser et d'apprendre, c'est une très bonne raison. Si vous avez l'impression que vous apportez un regard extérieur et que vous apportez beaucoup de valeur à l'entreprise pour qui vous travaillez, ça c'est cool. Si vous avez l'impression que vous avez fait le taf d'intérimaire, c'est-à-dire que globalement, le client il vous a embauché via une boîte de prestat juste pour se débarrasser de vous plus facilement, vous ne créez pas de valeur, on peut vous remplacer, c'est aussi agréable que de bosser dans un CDS avec des tickets. Et encore, c'est cool au début, comme on l'a dit. Si vous avez l'impression que vous bossez dans une boîte où vous voudriez être embauché plus tard, ça aussi c'est gênant. Parce que votre employeur, il a un contrat avec le client qui interdit le client de vous embaucher pendant 2 ans. Donc par exemple, si vous voulez bosser dans la boîte de Cyril parce que c'est super chouette, c'est plutôt à éviter de faire de la prestation dans un premier temps. Est-ce que c'est cool? En général, il y a un certain froid, parce qu'on ne nous a pas raconté ça sur les SS2I au début. Mais globalement, pour avoir eu le débat, quand on fait partir un consultant de SS2I pour l'emmener dans une autre entreprise, il y a clairement une négociation commerciale, et c'est pas un win-win où le consultant est considéré. C'est un win-win entre l'entreprise et le client, mais jamais le consultant est sur l'équation. Et ça, c'est un peu dommage. Est-ce que c'est cool? Ouais. Au final, moi j'aime bien la vision de Nicolas Martignol qui nous dit globalement, pour bien se repérer dans sa carrière, c'est de se faire plaisir au quotidien, donc arriver à savourer son quotidien sans se stresser parce que demain sera différent ou moins bien, et savoir être libre pour le coup d'après, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de ne pas se fermer des portes et de ne pas se ruiner le futur. Est-ce que c'est cool? Voilà. Et on arrive au point 7. C'est moi qui le fais le point 7, je crois. Comme tu veux. Alors, le point 7, c'est globalement le bullshit. D'accord? Le fait de donner des pizzas, de donner de la bière, de donner du café dans les entreprises, le fait d'avoir des nerfs, le fait d'avoir des baby-foot. Si vous avez un baby-foot mais qu'il y a un bonhomme qui flique les gens qui vont au baby-foot, c'était pas le but. Si vous avez des posters sur l'entreprise, en fait, tout ça, ça donne pas une culture d'entreprise. C'est même pas 10% du travail. C'est le ice on the cake. C'est une expression qui te plaisait bien. C'est la cerise sur le gâteau. On dit comment en Belgique? Peut-être on dit autre chose en fait. La cerise sur le gâteau, c'est cool. Mais globalement, en fait, ça vous donne pas une culture d'entreprise. D'accord? Mais il faut le faire quand même. Faut le faire quand même. C'est nice to have. Mais c'est un nice to have. La culture d'entreprise, c'est pas un truc que les RH vont vous livrer sur un plateau et installer comme on pose un ISO 9001 dans une entreprise. D'accord? La culture d'entreprise, c'est vous, chaque matin, vous levez et vous faites quelque chose pour elle dans la boîte. Quel est le contexte dans lequel vous voulez travailler et qu'est-ce que vous faites pour faire avancer votre entreprise vers ce contexte-là. D'accord? Mais c'est un travail de fourmi et chacun en fait quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre entreprise, les gens qui expriment des idées se sentent en sécurité? Peut-être que vous vous sentez en sécurité quand vous exprimez une idée, mais est-ce que vous avez l'impression que tout le monde se sent en sécurité? Il y a peut-être, genre si on fait un brainstorming à 10, il y a peut-être une personne, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment, elle se sent pas en sécurité. Qu'est-ce que vous faites pour que tout le monde se sente en sécurité, pour exprimer des idées et avancer, faire des choses cool? Bref, est-ce que vous voulez bien me promettre que demain, vous allez commencer à réfléchir à cette question? On se plaint tout le temps, oui, mais on n'est pas heureux dans la boîte, c'est à cause des managers, à cause de l'entreprise qui n'a pas mis en place ci, qui n'a pas mis en place ça. Mais c'est aussi un travail de chacun de faire en sorte de se rendre heureux soi-même et de rendre heureux les autres également. Chacun doit faire un petit peu sa part et pas tout le temps se reposer sur c'est le big boss, N+3, N+4, qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça. C'est à chacun aussi de mettre en place les petites actions, les grandes choses aussi, qui vont permettre d'améliorer le quotidien de tout le monde et pas seulement de soi-même. Est-ce que c'est cool? Ok. L'ouverture. Les 8, 9, 10, c'est toi qui fais. Hein. Ouais, allez, ça, je peux m'aider. Moi, je te laisse la... Merci. Donc du coup, on a tous besoin de se retrouver en famille.
On a vu, on est réorganisé en feature team, chacun est dans sa direction, on a un purpose, on a des objectifs métiers à atteindre, on est regroupé en équipe. Mais pour ça, c'est bien, mais on a quand même besoin de se retrouver en famille. La famille des développeurs qui sont comme nous. Par exemple, ma famille, moi en ce moment je suis développeur front et API plutôt dans le monde Node.js, et j'ai envie des fois de me retrouver avec la communauté des développeurs qui font la même chose que moi. Donc soit cette communauté, je vais la trouver à l'extérieur de l'entreprise, ça existe, il y a des communautés dans tous les domaines maintenant, partout dans le monde, dans toutes les villes, mais on a aussi besoin de se retrouver en famille, au boulot, avec des gens qui sont en commun suivant différents aspects. On va pouvoir y trouver de l'aide, on va pouvoir aider les autres, on va pouvoir co-construire des choses en commun qui vont être réutilisées dans les différentes feature teams, par exemple. Ça va permettre d'améliorer la solidarité au sein de l'entreprise, améliorer la cohérence, inciter à la réutilisation. Par contre, ça demande un petit peu d'organisation pour mettre ça en place dans l'entreprise, mais c'est nécessaire, ça va permettre d'améliorer le quotidien des développeurs et de les rendre heureux. Donc pour ça, on va, par exemple, chez nous, on a mis en place des différentes communautés en fonction des technologies. Donc on va avoir les personnes du monde de Java, de la partie Cloud Azure, .NET forcément, c'est très utilisé chez nous, Node.js que j'adore, les devs front, on va avoir également en fonction des rôles, les tech leads qui vont pouvoir se réunir, les craftswomen et craftsmen, ou la partie API. On va créer différentes communautés. Nous, on a la chance d'avoir plusieurs centaines de développeurs, donc on a une volonté de pouvoir créer autant de communautés. Je sais que c'est pas forcément adapté à toutes les entreprises, mais même à une petite échelle, vous pouvez déjà le mettre en place. Donc pour ça, on va utiliser les valeurs, la vision de l'entreprise, et on va allouer du temps aux différentes personnes. On va pas leur dire les communautés c'est le soir et le week-end. Non, on va pouvoir prendre un peu de temps sur son temps de travail, même minime, quelques heures par-ci par-là, pour pouvoir collaborer de manière transverse à sa communauté. On va utiliser un certain nombre d'outils, les espaces de l'entreprise, qui vont permettre de créer des projets transverses qui vont apporter de la valeur à l'entreprise en fin de compte, en évitant que chaque équipe vienne réinventer la roue de choses qui ont déjà été mises en place dans d'autres équipes. On va juste faire de la communication, de l'organisation et du reuse sur l'ensemble des équipes de la DSI. Et dans les startups, ça marche aussi. C'est-à-dire que même si on est une boîte de 3 personnes, en fait, il y a d'autres boîtes de 3 personnes pas loin et on a le droit d'aller les voir et discuter avec eux, et c'est important de le faire. Si on arrive à se grouper entre startups, à créer des connexions entre nous, c'est cool aussi. Souvent, les startups, elles sont proches les unes des autres, elles sont rarement isolées quelque part. Et même si elles sont isolées, il y a toujours des communautés qui existent, virtuelles ou physiques, pas trop loin, qui permettent de partager, d'apprendre des autres, de s'entraider. Et on est toujours ravis en tant que développeur de pouvoir dépanner, donner un coup de main, aider une autre équipe. Même si c'est pas dans nos objectifs, le fait d'avoir dépanné, on en tire toujours un peu de fierté. Donc une fois qu'on a dit ça, on a créé des communautés super, mais qu'est-ce qu'on peut en faire à part l'utiliser pour le bien de l'entreprise, pour pouvoir être plus efficace? On peut l'utiliser à faire d'autres choses. Qui dans la salle contribue à l'open source? Trop peu. En fait, toutes les entreprises utilisent des logiciels open source et vraiment une micro-minorité contribue en retour à toute cette débauche de savoir-faire, d'expertise, de technologie qui est mise à disposition gratuitement de la communauté. Donc on souhaite vous dire aujourd'hui qu'il faut contribuer à l'open source, simplement pour rendre, entre guillemets, ce qu'on a appris à cette communauté. C'est pas forcément en open sourçant tout son code, mais en contribuant à des projets et des outils qu'on utilise, en remontant des bugs, en testant des logiciels qui sont en bêta avant qu'ils sortent publiquement en release à tout le monde. Il y a tout plein de manières de contribuer à l'open source et chacun peut y faire sa part. C'est aussi à l'entreprise de se mettre en ordre de marche pour faire en sorte que ce soit plus équitable le fait d'utiliser l'open source. Donc ça va permettre de faire plein de choses pour l'entreprise, ça va faire grandir vos collaborateurs encore une fois, parce que souvent les personnes qui sont leaders dans l'open source, c'est des gens qui sont très très forts, qui vont vous apprendre beaucoup et qui vont vous permettre également vous-même de grandir et donc votre entreprise. Donc vous avez tout à gagner à contribuer, puisqu'au bout du compte, on va encore en sortir encore plus heureux. Donc par exemple, chez AXA, on a open sourcé un certain nombre de choses, notamment un toolkit qui permet à toutes les entreprises agences web de pouvoir récupérer les assets et le design d'AXA plutôt que qu'ils aillent le récupérer en scrapant le site web. Donc c'est sur GitHub. C'est pas grand chose, mais c'est le but d'amorcer les choses et de faire en sorte de commencer à contribuer en retour à l'open source.
Je crois qu'il y avait des slides aussi sur la Société Générale qui publie un produit open source pour la gestion de tickets. Voilà, chacun à son petit niveau, on peut contribuer à l'open source et on incite tout le monde à le faire. Un pilier super important, c'est le fait de participer à la partie événementielle. On change complètement, mais on reste dans l'aspect communautaire, on parle plus d'open source. Comme aujourd'hui, c'est un événement important qui va rendre heureux les développeurs si les entreprises les envoient. On va mettre en place, par exemple, chez nous, comme dans plein d'entreprises dans le monde, ce qu'on appelle les brown bag lunch. C'est des mini-conférences pendant le déjeuner. Quelqu'un vient dans l'entreprise sur le temps du midi, va venir donner un talk sur un sujet particulier. En échange, on va lui payer un repas. Donc ça coûte juste un repas, un sandwich, un menu à l'entreprise. Et la personne vient faire son talk dans l'entreprise. Les collaborateurs peuvent y assister gratuitement. Ça peut être ouvert au public également. C'est l'occasion de faire venir des gens de l'externe dans sa boîte et de montrer notre savoir-faire et de rappeler que notre entreprise, elle est dans l'IT et qu'on prend soin de faire en sorte de former les personnes et de s'ouvrir au monde. Donc les BBL, c'est une bonne chose. Nous, on vient manger des sandwichs chez vous quand vous voulez. Il suffit de nous inviter. Et il y a un site pour ça, pour retrouver tous les brown bag lunchers. Les baggers, comme on dit. Vous pouvez les retrouver sur... Je ne sais pas s'il y a une version belge, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a plein de Français qui sont dans le nord de la France qui sont prêts à venir en Belgique pour venir faire des confs. Donc ensuite, vous voyez bien l'intérêt pour l'hôte. Hein. On vient apprendre, on récupère du savoir. En échange, on paye un sandwich. Tout le monde s'y retrouve. Et tout le monde est plus heureux encore une fois. Après, il y a les meet-up. Ça, c'est plutôt le soir, après le boulot. On peut accueillir des meet-up, on peut sponsoriser des meet-up, on peut parler dans des meet-up pour partager son expérience. Et ça va permettre encore une fois de s'ouvrir, d'apprendre des autres. Donc, contribuer au meet-up, c'est pas simplement dire ouais bon les devs ils ont été à un meet-up hier soir, super. C'est vraiment faire en sorte que l'entreprise elle incite ses collaborateurs à en animer, à y participer, à contribuer. Mais encore une fois, il faut que ce soit valorisé. Si les personnes elles vont à des meet-up et qu'elles se couchent à 22h parce qu'elles ont suivi 3 conférences sur des sujets super importants pour la boîte, c'est normal qu'au bout du compte, le lendemain, on n'attende pas d'eux d'être là à 9h du mat. Ils sont pas que allés boire des bières, ils ont aussi agrandi leur réseau de l'entreprise et découvert des nouvelles technos qui vont être utiles pour la boîte. Après, il y a les hackathons, ça je suis pas super fan, mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait du bien de faire un hackathon de temps en temps. Du moment qu'on n'est pas exploité et que le fruit du travail de ce hackathon n'est pas réutilisé de manière lucrative par l'entreprise sans que les développeurs soient impliqués dans le projet, je trouve ça cool. Il faut éviter les dérives. Je passe vite parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de temps, mais en fait, on a 1 heure. Donc en fait, c'est pas l'heure, du coup, on continue tranquillement. Donc les conférences internes, ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux développeurs. C'est organiser de temps en temps des conférences où on va réunir une bonne partie des équipes de développement pour venir partager sur des domaines fonctionnels ou technologiques par rapport à des choses qu'on a pu mettre en place dans l'année, en invitant des speakers externes par exemple. Alors c'est sûr que pendant cette journée-là, les développeurs ils vont pas trop commiter. Ou en tout cas ils vont pas forcément commiter sur les projets de l'entreprise, mais ils vont apprendre plein de choses, ils vont pouvoir partager avec les autres, ça va valoriser leur travail. Et surtout, si on n'est pas capable d'organiser une journée de temps en temps de partage de connaissances au niveau des développeurs, il faut arrêter de dire qu'on est dans la transformation digitale. Enfin, c'est juste du bullshit. Une journée par an, ça paraît pas déconnant. Donc faites de ce type d'événements. Ça va apporter plein de choses à l'entreprise, et ça, par exemple, c'est ce qui s'est passé là il y a déjà 1 an au Web Summit qu'on a fait chez AXA à Cologne, où on avait 200 développeurs qui étaient réunis pour partager avec des speakers externes reconnus, renommés. C'était une super expérience, et le prochain est très bientôt. On en a fait un spécial il y a 15 jours, et c'est des choses vraiment qui font que les personnes, quand on les interviewe à la suite de ces événements, disent que c'était vraiment une super expérience, et c'est aussi pour ça qu'elles restent dans la boîte, parce qu'il y a ces événements-là. Donc après, on peut sponsoriser des conférences, je sais qu'il y a des sponsors dans la salle, pour montrer qu'il y a un intérêt pour l'entreprise. Donc moi, par exemple, j'organise des Java User Group à Lille, mais on organise aussi des .NET User Group ou des Mobile User Group. Il y a des User Group dans tous les sens. Faites en sorte que votre entreprise participe activement dans ces événements, dans ces meet-up. Encore une fois, par exemple, on a sponsorisé Devox France cette année, et c'était une super expérience, et je sais qu'on a eu beaucoup de retombées marketing du fait d'avoir sponsorisé cet événement. Donc c'est un coût pour l'entreprise, ça demande une certaine organisation, mais il y a des retombées en termes de recrutement, en termes d'image pour l'entreprise. Donc c'est des leviers qui peuvent être utilisés pour inciter vos patrons à accepter de s'investir dans ce genre d'événements. Donc voilà, on a vu environ les 10 piliers qui permettent de rendre heureux les devs.
Et on est content de vous les avoir partagés. Donc là, on va rentrer dans une période plutôt freestyle de la conférence. Ouais. Il peut tout se passer, on ne sait pas. Donc, ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est à prendre en photo ça, d'accord? Et à vous demander, sur chacun des 10 points, vous pouvez évaluer 5 points sur votre job, le contexte dans lequel vous travaillez, votre entreprise. Et du coup, vous pouvez faire un score sur 50 de votre taf actuel. On va pas vous demander de le faire maintenant, parce que ça va être compliqué avec une centaine de personnes dans la salle, mais vous rentrez dans votre boîte avec vos collègues et vous vous mettez devant un tableau où vous récupérez le slide tout simplement sur GitHub. Et du coup, vous dites, voilà, sur ces 10 points, on en est où? Une note de 1 à 5. C'est ça, et je suis assez convaincu qu'il y a plein de quick wins que vous pouvez faire très rapidement. Je pense que la slide d'après, c'est les quick wins. Et dites-moi, renvoyez-nous sur Twitter dans une semaine ou dans un mois, dites-moi la progression que vous avez réussi à faire, le nombre de points que vous avez réussi à gagner. Aujourd'hui, si vous comptez les points, vous en avez combien? Prenez des actions rapides et dans une semaine, dans un mois, à combien de points vous êtes monté? Bon, dans une semaine, un mois, t'es super optimiste, mais même si vous le faites pas aussi rapidement, essayez de le faire rien que tous les 6 mois, de vous reprendre en photo et de voir où est-ce qu'on en est depuis 6 mois, qu'est-ce qu'on a avancé. Des quick wins en une semaine, un mois. Mais après, effectivement, il y a un travail de longue haleine. C'est cool? Ok, donc tout wrap up. La slide d'après, c'est... Voilà. En résumé, si vous devez garder qu'un truc, c'est globalement déjà le matériel, c'est les 90% de l'environnement de travail. Si vous n'avez pas le meilleur matériel pour travailler, c'est globalement vous ne pouvez pas déployer le plus de potentiel. Et derrière, on a quoi? Tac. On en a gros. On en a gros. Hein, parce qu'en vrai, ce qu'il y a sous-jacent, c'est comment notre métier il est valorisé. On est des développeurs, on crée des logiciels. C'est le software est en train de manger le monde, mais c'est nous qui mangeons le monde, d'accord? Et on peut avoir plein de bullshit consultants qui nous expliquent comment faire notre job, avoir des gens qui nous expliquent comment faire du X, etc. À la fin, les logiciels, c'est nous qui allons les faire, d'accord? Et c'est à nous, à chacun d'entre nous, de faire peser ça globalement dans la balance, de le faire comprendre et de se faire considérer en tant que tel. C'est cool? On en a gros. On en a gros. Et c'est vrai, le développeur, il porte le stylo. C'est lui, au bout du compte, qui a le fin mot de l'histoire. Peu importe ce qu'on lui dit, oui, il fait ci, il fait ça. Au bout du compte, c'est le développeur et la développeuse qui code. Donc il faut être valorisé à la hauteur de l'importance qu'on a dans le monde. C'est vraiment nous qui décidons de mettre en place un logiciel qui va permettre de faire en sorte que les voitures passent le contrôle d'échappement des voitures. Au bout du compte, c'est le développeur qui l'implémente. Toutes ces fonctionnalités-là qui peuvent avoir de l'importance, c'est le développeur qui le choisit en fin de compte. Alors on peut faire en sorte d'oublier ce qu'on est en train de faire, mais c'est vraiment important de rappeler à votre entreprise, à votre management, que s'il n'y a pas de développeur dans la boîte, en ce moment, c'est pas forcément le bon trend, quoi. C'est pas dans la mouvance. Après, cela dit, on aime les gens qui font des super designs, qui font des super créas, qui nous aident à faire des logiciels sont beaux. On aime les gens qui prennent le temps d'organiser le travail, de faire les backlogs, parce que on n'aime pas faire, moi j'aime pas faire des backlogs. Mais tout ça, on a besoin de tous ces gens qui travaillent autour de nous, on les aime beaucoup. D'accord? Mais il faut juste être valorisé à la hauteur de l'importance qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise. Vous méritez tout ça, en fait. Normalement, c'est ça l'idée. Est-ce que c'est cool? Une licorne sur la slide d'après. Voilà, c'est un chat qui dit que merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Merci à vous. Bravo. Il nous reste encore quelques minutes. Du coup, on peut prendre 2-3 questions. Je peux voyager avec un micro. Très ouverte. N'hésitez pas à prendre la parole pour dire n'importe quoi, des choses qui manquent. On a oublié tel ou tel aspect. On a parlé de telle chose, vous n'êtes pas d'accord. C'est l'occasion d'en discuter. Tous ensemble, on a 2 micros. Sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Ça nous servira pour la prochaine itération de la session. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter si vous êtes timide et que vous voulez nous poser des questions en public ou en privé. C'est une autre manière de nous remonter de l'info. On est preneur de feedback, on est preneur de retour d'expérience également. Après, on reste là dans le coin. Là-bas, il y a une question d'Amien. Tu me fais sérieusement courir. Salut à tous. Ouais, en fait, c'est une question simple. C'est juste pour savoir s'il y avait moyen d'avoir une copie de cette présentation pour pouvoir la présenter dans ma société, histoire de... Ah, super. Reprends le micro, Damien. On t'entend pas. Elle est sur GitHub, en GitHub Pages. On va tweeter le lien plus tard, mais sinon, c'est sur le Twitter de Je cherche un dev. Et sinon, tu me cherches sur Twitter ou tu cherches Cyril. Tu vas Elle est sur GitHub. Ouais, sur GitHub. Sinon, il y a une vidéo de cette présentation, il y en a même plusieurs sur YouTube, si vous cherchez 10 méthodes pour rendre heureux un développeur.
Il y a des vidéos sur YouTube, vous la mettez à votre chef, vous l'attachez devant une chaise avec des allumettes et vous le laissez voir, ça dure 45 minutes, il va survivre et à la fin il pourra plus dire qu'il ne sait pas pourquoi il a du mal à recruter ou elle ne sait pas pourquoi ses développeurs quittent l'entreprise. C'est super simple en fait, il y a 10 méthodes, il suffit de les appliquer une par une, un petit peu chaque jour, voilà, c'est simple. Mais en tout cas, quand on a créé cette présentation, c'est parce qu'on avait beaucoup de questions. Mais on comprend pas pourquoi les gens nous quittent, on comprend pas pourquoi les gens ils postulent pas. En fait, c'est pour ça, il suffit de mettre en place tout ça et après ça roule, ça coule de source. Il n'y a pas que ça à faire, il y a sûrement plein d'autres choses. C'est sûrement biaisé notre manière de présenter, mais c'est notre vision et on était venu vous la partager. Merci beaucoup. Merci.